Il est 8h32. Bretagne 5, l'invité du 7-9. Et ce matin, nous sommes avec William Lajanne. Il est co-porte-parole d'Europe Écologie Les Verts Bretagne et il est avec nous en direct dans la matinale au micro de Bretagne 5 matin. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors nous allons parler de politique et je le disais en commençant, vous êtes le co-porte-parole d'Europe Écologie Les Verts en Bretagne. L'écologie, c'est un enjeu important. On en parle beaucoup. On a beaucoup de jeunes aussi qui s'intéressent à leur avenir, allais-je dire, parce que bien, il n'est pas brillant cet avenir quand même. Rapport du GIEC après rapport du GIEC, effectivement, ce qui s'annonce pour le siècle qui vient n'est pas hyper enthousiasmant. Et merci encore pour cette invitation, parce que justement, les questions environnementales, elles sont très présentes dans le cœur des Français, et pourtant, dans cette campagne présidentielle, puisque c'est ce dont on va discuter dans les minutes qui viennent, elles représentent à peine 7% des débats. Et à l'heure actuelle, on est quand même dans une situation où ce sont les citoyens qui sont obligés de demander à ce qu'il y ait plus d'écologie dans les débats. Hier encore, il y a 4 ONG qui se sont associées pour que ça soit plus présent dans ce débat présidentiel. Avant, c'était 1400 chercheurs qui ont signé une tribune, une centaine de personnalités aussi la semaine passée. Donc merci aux médias qui veulent bien donner la place à l'écologie politique, comme à toutes les autres formation politique. Voilà, alors nous ici, on essaie d'être très éclectique évidemment au niveau de la parole, mais on aime bien aussi évidemment parler d'écologie parce que les enjeux sont importants. Les enjeux, j'allais dire, presque sont essentiels pour le siècle à venir. Alors, on va en parler par le prisme évidemment de l'élection présidentielle, puisque vous avez lâché le mot William Lajanne. Élection présidentielle qui s'annonce dans un climat, j'allais dire, compliqué, inattendu, inhabituel. C'est compliqué, effectivement. Pour l'instant, il y a très peu de fonds, malheureusement. C'est plus des débats sur les personnes. J'entendais une phrase en venant sur la route qui m'a beaucoup plu, que je trouvais assez représentative de la situation. On est dans un narcissisme des petites différences, voilà, où chacun essaye de se mettre en avant pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il porte. Alors qu'il me semble que l'enjeu de la présidentielle, c'est justement d'avoir un projet fort, un projet de changement radical pour le pays et puis plus largement pour l'Europe, parce que voilà, on est quand même un pays moteur en Europe. Et c'est la position qui permettra ce changement. Et chacun de nos concitoyens et de nos concitoyennes sentent qu'on a besoin de ce changement. Les choses ne sont pas OK, que ce soit justement par rapport au climat, par rapport à l'alimentation, les questions de logement, les questions de salaire aussi, les questions d'énergie, enfin bref, tout ce qu'on va aborder. Eh bien, on va en parler, justement, William Lajanne. Je voulais commencer par l'énergie, parce que il y a deux réflexions aujourd'hui dans cette campagne électorale. Il y a comment arriver à une transition énergétique, hein, c'est le mot qui a été lâché. Tout le monde essaie d'apporter sa pierre à l'édifice avec sa façon de penser, sa façon de voir. Et puis, il y a aussi les préoccupations de monsieur, madame, tout le monde qui a du mal à payer son énergie, à payer son électricité, son carburant. Alors, j'imagine qu'on va parler aussi des énergies fossiles qu'il faudra remplacer à un moment ou à un autre. Alors justement, cette transition énergétique, cette transition vers une énergie plus verte, bien aujourd'hui, Emmanuel Macron a un peu douché les espoirs des écologistes en disant on va construire de nouveaux réacteurs nucléaires. Il faut garantir notre indépendance énergétique. J'imagine vous inscrivez en faux dans ces propos. Eh bien oui, on ne peut pas faire une inscription plus en faux que ça. Effectivement, pour nous, cette poursuite du nucléaire et même cette relance en fait du nucléaire, ça ne nous sortira absolument pas de la dépendance. Où est-ce qu'il y a de l'uranium en France ? On n'en trouve pas beaucoup. Voilà, en fait, on est obligé de l'importer. Comme le gaz, comme le pétrole, comme le charbon, même s'il y a très très peu d'exploitation de charbon en France. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on prône, c'est de prendre la direction du 100% renouvelable. On veut être dépendant du soleil et du vent, de la biomasse.
et pas des pétromonarchies, de la Russie ou des pays exportateurs d'uranium. Et ça, en fait, ce schéma de transition, c'est pas une vue de l'esprit. Il fait partie des plans qui ont été élaborés notamment par RTE il y a un mois, il me semble. Negawatt a aussi établi ça. C'est possible de faire du 100% renouvelable et en plus, ça profitera en fait à tout le monde. Les factures seront moins chères. À l'heure actuelle, il faut quand même le préciser, contrairement à ceux qui poussent sans arrêt le nucléaire, l'énergie renouvelable est moins chère que l'énergie nucléaire. Surtout que le nucléaire ne prend pas en compte tous les coûts, la déconstruction, le traitement des déchets, etc., dont on ne sait que faire pour des centaines de milliers d'années. Vous comprenez certains candidats qui pourraient objecter en disant oui, mais il n'y a pas toujours de soleil. Bon, là, c'est vrai pour le coup ce matin. Il n'y a pas toujours de soleil, il n'y a pas toujours de vent. Ben, là, on en a pour le coup ce matin aussi. Est-ce que vous entendez ces candidats à l'élection qui objectent que les énergies renouvelables, elles ne sont pas toujours disponibles? Ah bah, effectivement, c'est pas moi qui vais dire que les énergies renouvelables ne sont pas intermittentes. Ce serait absurde. Mais l'intermittence, elle est ponctuelle. Voilà, géographiquement, effectivement, un endroit précis peut ne pas y avoir de vent. Mais la France, c'est grand quand même. Ça fait plus de 1000 km du nord au sud, plus de 1000 km de l'est à l'ouest. Si on a une couverture suffisamment grande, et de toute façon, c'est ce qui est planifié, à tout moment, on trouvera une source d'énergie renouvelable. Mais de toute façon, dans ce plan de transition, il y a un élément primordial et qui est souvent mis de côté, c'est la sobriété. On ne pourra pas effectivement opérer cette transition si on continue à consommer autant qu'aujourd'hui. Alors qu'on est très demandeur, on a nos smartphones, nos tablettes, on recharge, on demande beaucoup d'énergie électrique en l'occurrence, et puis on a l'arrivée des voitures électriques, on va en parler tout à l'heure. Tout ça demande beaucoup d'énergie. Comment arriver à satisfaire la demande et acter avec une forme de sobriété? Oui, ça c'est sûr. De toute façon, on est de plus en plus électrifié, et si on veut aller vers du 100% renouvelable, la partie actuellement qui marche au pétrole ou au gaz, on devra en grande partie l'électrifier. Donc ça, c'est indéniable. Après, il y a quand même des pertes énormes qui sont faites. Je pense notamment au logement, où il y a des millions et des millions de passoires thermiques. Et ça, en fait, c'est de l'électricité qui est consommée pour chauffer les petits oiseaux, quoi. Et ça aussi, ça fait partie en fait de notre plan d'action pour la France, c'est de consacrer 25 milliards d'euros par an, justement, pour investir justement dans toutes ces infrastructures de la transition. Et ça passe autant par l'énergie que par le logement, l'isolation du logement. Et c'est en ça, justement, en fait, que cette transition énergétique bénéficie à chacun. C'est pour ça que l'on dit justice environnementale, justice sociale. Les deux vont de pair. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parfois malheureusement dans la précarité, et souvent ce sont ces personnes qui habitent ces logements qui sont ces fameuses passoires thermiques. Le gouvernement a fait des efforts, mais vous estimez que c'est pas assez important? Ah non, malheureusement, c'est bien souvent le fonctionnement de M. Macron et des gouvernements qu'il a dirigés. Il dit des choses intéressantes. Après, s'il y a 10% de ce qu'il a dit qui sont effectifs, c'est bien le grand maximum. Donc non. En fait, il y a un truc très simple, c'est que pour faire de l'écologie, il faut des écologistes. C'est mieux. Voilà, effectivement. Et ça se concrétise en fait dans les villes où on a remporté les mairies en 2020. Je pense à Grenoble, ça fait un peu plus longtemps, mais à Lyon, à Bordeaux ou même à Rennes, où on est très présent. On voit que quand il y a des écologistes en place, dans les exécutifs, ça change la donne. Le changement est concret et bénéficie à tout le monde. Parce qu'effectivement, comme vous le rappeliez, malheureusement, en fait, ce sont les gens les plus précaires qui souvent pâtissent justement de tout ça, de la précarité énergétique, du mal manger aussi, qui subissent les déplacements contraints pour aller à leur travail. Et
tout ça, c'est ce que l'on veut faire changer. Alors on a entendu un candidat à l'élection présidentielle, à savoir Fabien Roussel, pour le Parti communiste français, qui a dit, alors là, ça fait quelques vagues, pourquoi les plus précaires mangeraient mal, pourquoi on condamnerait finalement quelqu'un qui a du mal à vivre, qui est dans la précarité, à ne se contenter que des produits de base, parfois très discutables au niveau alimentation, au niveau santé. Bah oui, pourquoi ? Il n'y a aucune raison, effectivement. Chacun a le droit à une alimentation saine. Ah, mais le problème, c'est que ça a un coût aussi. Alors, c'est ça souvent le problème. Effectivement, ça a un coût. C'est pour ça qu'il y a une des propositions fortes que l'on porte, c'est une TVA à 0% sur le bio. D'un seul coup, ça abaisse quand même le coût d'accès à ce type de produits, pour que chacun puisse en bénéficier. Effectivement, ça n'a pas à être la manne de quelques personnes. Ça permettrait aussi une meilleure égalité sociale, parce qu'on voit aujourd'hui la précarité pousse au désespoir. Je parlais des tensions tout à l'heure dans cette campagne électorale, tensions politiques évidemment, mais il y a aussi une tension sociale. Aujourd'hui, on a des gens qui ne croient plus en la politique, qui ne croient plus dans les hommes politiques, qui ne croient plus dans la chose politique, allais-je dire, et qui se tournent parfois vers M. Zemmour, vers Mme Le Pen. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là ? Vous leur dites les écologistes, ça peut être une solution ? En fait, ça c'est un débat que je trouve assez intéressant, parce que d'un côté on dit que les gens se détournent de la politique, et pourtant ils sont hyper politisés, puisqu'ils se posent la question de comment est-ce qu'on peut vivre ensemble. Alors ensemble, ça comprend plus ou moins de personnes selon là où on se place sur l'échiquier politique. Il y a peut-être plutôt une défiance vis-à-vis des partis, et que je peux comprendre quand on voit ce qui s'est passé ces dernières décennies, quand les gens, une fois élus, dès le lendemain, disent « Ah oui, mais en fait, mon programme de campagne, il est inapplicable. » Ça, ok, je comprends la frustration des gens, et c'est ça, en fait, qui crée la défiance petit à petit. Les écologistes, on a toujours tenu nos promesses, en fait. Si vous prenez nos élus, peu importe l'échelon institutionnel, ce sont des gens qui bossent, en fait. Ils travaillent leur dossier, ils sont près de nos concitoyens, de nos concitoyennes, ils sont sur le terrain autant que dans les assemblées. Et parce qu'on a vraiment cette volonté de changement, en fait. Est-ce que le changement fait peur ? Parce que finalement, souvent on entend dire, pardon, j'étais un peu brusque dans les propos, mais oui, les écologistes, ils nous embêtent, ils nous empêchent, j'ai pris, nous embêtent, j'ai pas pris un autre terme, nous embêtent, il faut trier nos déchets, il faut pas qu'on fasse ci, il faut qu'on aille à vélo, voilà, enfin, il y a une forme de rejet. Alors quand je dis de rejet, je n'irai peut-être pas jusque, le terme est fort, je l'admets, mais une forme de rejet de l'écologie, parce qu'il y a une contrainte. Passer au monde de demain, au monde écologique, on a l'impression que ça tient du tour de force. Effectivement, c'est pas nous qui allons pousser l'industrie automobile à faire des pubs pour les 4x4 pour les gens qui habitent en ville. Ça, on est bien d'accord. Et c'est vrai que quand on dit en fait qu'on se bat pour l'écologie, souvent ça peut bloquer des gens, quoi. Ça peut les faire fuir. Mais quand on dit concrètement ce que c'est, quand on dit qu'en fait on lutte pour le bien manger, pour se loger correctement et pour se déplacer sans que ça coûte une fortune. Qui est contre ça ? Ça serait absurde. Mais c'est ça, en fait, qu'on porte en tant qu'écologiste. Ni plus ni moins. Le fait est qu'il faut faire changer les mentalités. Ah oui, complètement. On est quand même dans un monde consumériste. On achète pour jeter. Et on vit avec et pour un pouvoir d'achat. Effectivement, nous, c'est pas exactement le modèle de société qu'on prône. On est pour le vivre ensemble, on est pour la sobriété, et pour que chacun puisse vivre dignement. Alors on voit des petites choses aujourd'hui. Alors on va parler de solidarité tout à l'heure et de vivre ensemble, mais on le voit aussi au niveau de l'écologie. Aujourd'hui, il y a des associations, des groupements de plus en plus qui récupèrent un ordinateur, un réfrigérateur ou autre, parfois même auprès de la grande distribution parce que voilà, l'appareil est rayé ou abîmé ou autre, qui réparent et qui vendent, et ça fonctionne. On voit aussi monsieur et madame tout le monde qui vont changer, je sais pas, d'aspirateur et qui vont en prendre un autre, mais qui vont le
prendre en deuxième main, comme on dit. On a l'impression que en dehors même de la crise économique, elle est là, hein, que l'on vit, la précarité, il y a aussi une petite volonté qui commence en tout cas, il y a un petit sursaut. Ah oui, c'est indéniable. Effectivement, tout ce qui est ressourcerie, recyclerie, il y en a une très chouette à Lamballe, hein, juste à côté. C'est vraiment super, ce genre d'initiative. Il faudrait vraiment que ça se développe. Tout ce qui est reconditionné, j'ai des amis qui travaillent dans ce domaine-là. C'est super. Effectivement, pourquoi est-ce qu'on irait s'embêter à mettre 800 € dans un téléphone alors qu'on peut avoir le même à moitié prix, et c'est encore cher pour ce que c'est, alors qu'il n'a servi qu'1 heure, voire même pas servi. Et effectivement, je pense que c'est par ce biais-là, en fait, où les gens peuvent prendre conscience de ce que c'est l'écologie en pratique. Parce que là, on est directement sur de l'économie de ressources. Et on voit bien que ça profite à notre portefeuille en même temps. Tout le monde est gagnant dans cette histoire. Alors, sauf peut-être Apple et les grandes multinationales. Alors, on va se faire des amis. C'est pas trop notre souci. Le vivre ensemble, c'est aussi le partage. On le voit aujourd'hui, il y a des initiatives tout près d'ici à Saint-Brieuc, des frigos solidaires où les gens vont déposer de la nourriture pour ceux qui ont du mal, qui n'y arrivent pas et qu'on ne va pas montrer du doigt parce que ils ont une histoire, la précarité leur est tombée dessus. On le voit aussi vis-à-vis des étudiants qui ont été frappés, on en a parlé à ce micro ces derniers jours, qui ont été frappés par la crise du Covid-19 où il y a eu une grande solidarité qui s'est mise en place. Est-ce que malgré tout les idées, alors on est peut-être un petit peu à côté de l'écologie, mais est-ce que les idées de solidarité, finalement, font leur chemin ? Non, on n'est pas du tout à côté, on est en plein dedans. Effectivement, cette initiative de frigo solidaire sur Saint-Brieuc qui a été portée par une jeune femme et accompagnée par la mairie, c'est super parce qu'on lutte à la fois contre le gaspillage et contre la précarité. Ça aussi, et comme vous le rappelez, en plus, c'est sans stigmatiser les gens. Ouais, il y a des événements dans la vie qui font que parfois, c'est plus compliqué que d'autres mois. Et il y a des événements exogènes, comme le Covid, qui mettent tous ces gens en difficulté. Donc oui, pour les écologistes, il faut que l'État, justement, et ses différentes institutions soient là pour accompagner les gens dans ces moments de difficulté. Peu importe la cause, et peu importe d'où viennent ces gens, on n'a pas à juger de leur parcours de vie, c'est pas ça le souci. Si ils ont besoin, on est là à leur côté. C'est le fraternité, du liberté, égalité, fraternité. Voilà la devise de la France. Alors, la France est aussi l'accueil des personnes qui viennent d'ailleurs, parce qu'il y a une guerre, parce qu'il y a des difficultés économiques parfois. Aujourd'hui, on a vu que la campagne, c'est assez... clivé, pardonnez-moi, je prends un néologisme, c'est assez, en tout cas, tendu par rapport à ces sujets. On parle beaucoup d'immigration, on parle de sécurité. On a vu Madame Pécresse qui, il y a quelques jours, a fait des déclarations qu'elle avait piquées à Zemmour, à Éric Zemmour. Comment se situent les écologistes, Europe Écologie Les Verts, sur l'immigration d'un côté et sur la sécurité de l'autre? J'avais envie de vous entendre parce que ce n'est pas forcément les sujets que l'on aborde quand on parle d'écologie. Effectivement, ce n'est pas les sujets qu'on pose en premier aux écologistes, mais de toute façon, ce sont des fonctions régaliennes, donc il faut bien qu'on les aborde et qu'on ait un positionnement là-dessus. À l'heure actuelle, dans ce début de campagne assez étrange, il y a des démagogues qui agitent des chimères. Il y a ce truc que je n'oserais même pas qualifier de théorie du grand remplacement. C'est absurde. Il y a une immigration en France, une immigration qui est la bienvenue parce que c'est une richesse culturelle, c'est un partage, c'est un échange. Et donc on soutiendra toujours et on accueillera les gens qui viennent dans notre pays pour trouver la paix, pour se reconstruire. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, on ne quitte pas son pays comme ça par pur plaisir. On ne quitte pas sa famille, là où on était établi. J'ai pas envie de finir cette phrase qui ferait trop plaisir à l'extrême droite. On a quand même une part de responsabilité, la France, dans tout ça, en tant qu'ex-pays colonial et que pays développé très pollueur. Sur le passé colonial, j'y reviens pas, mais sur tout ce que l'on a provoqué au niveau climatique au XXe siècle et en ce début de XXIe siècle,
De toute façon, ça va ne faire qu'empirer. Et il va y avoir des endroits du globe qui vont être invivables, parce qu'il va faire trop chaud, parce qu'ils vont être inondés, parce qu'ils vont subir des sécheresses, etc. Et ben, ces gens-là, ils sont animés par un besoin de vie, en fait. C'est normal. Et il faut bien qu'ils aillent quelque part. Et on les accueillera, parce que c'est de notre responsabilité, comme les autres pays occidentaux d'ailleurs. Il faut une réflexion européenne autour de l'accueil des migrants, alors que ce soit des migrants pour des questions effectivement de guerre ou de difficultés à vivre dans un pays qui leur devient hostile, finalement, leur propre pays, et évidemment les migrants climatiques, parce que ils sont déjà là, les migrants climatiques, on n'en parle pas beaucoup, mais ils sont déjà là. Est-ce qu'il va falloir avoir une réflexion au niveau de l'Europe? Est-ce que la France devra peser à ce niveau-là? Ah mais complètement. À l'heure actuelle, il y a le règlement de Dublin qui bloque les gens dans le pays où ils arrivent en Europe. Donc si on prend une carte, on voit tout de suite qu'il y a un souci. Parce qu'il y a des voies d'entrée qui sont tout simplement plus faciles que d'autres. Donc oui, il faut qu'on puisse... J'ai pas envie de dire répartir des gens, c'est pas une bonne notion, mais vous voyez l'idée. Que ces gens en tout cas puissent choisir l'endroit où ils souhaitent se reconstruire, où ils souhaitent s'installer. Parce que l'Italie n'a pas à payer plus que d'autres pour l'accueil des réfugiés. Ça pose aussi la question de pays qui ne veulent pas accueillir de réfugiés. Je pense à la Pologne qui est réticente, à la Hongrie, mais est inutile de le préciser. Là aussi, il faudra que l'Europe ait une main ferme. Oui, parce que l'accueil, ça fait partie des valeurs européennes en fait. Si on s'est construit après-guerre, c'est pour retrouver un petit peu d'humanisme sur un continent dévasté. Donc oui, ça fait partie de nos valeurs. Et la Commission européenne est d'ailleurs en train de sévir par rapport aux pays de l'Union qui ne respectent pas l'état de droit. Et il va falloir continuer dans cette voie, oui, bien sûr. Alors, il en va de même pour l'écologie. On voit qu'il y a des pays qui s'impliquent, qui veulent vraiment aller vers cette transition. D'autres pays, c'est un peu plus timoré. Alors là, je parle de l'Europe. Je ne parle pas de la Chine, des États-Unis ou de la Russie. Mais est-ce qu'à un moment, il faudra qu'il y ait une réflexion mondiale, il faudra qu'il y ait une sorte d'ONU écologique, permettez-moi le terme, je ne sais pas si on peut le qualifier comme ça, mais est-ce qu'à un moment ou à un autre, il va falloir passer à la vitesse supérieure, en un mot? Si on veut que la planète continue à être vivable, effectivement, ça va être une nécessité, à un moment ou à un autre. Après, l'Europe, on est quand même un élément moteur sur cette planète. On est si on prend l'Union européenne en tant que telle, on est la première puissance économique. Et au sein de ce continent, la France a quand même un rôle non négligeable aux côtés de l'Allemagne. Notre candidat à l'heure actuelle au présidentiel, Yannick Jadot, il est député européen. Donc il connaît très bien ces institutions, il connaît son fonctionnement et il a une vision au-delà de la France. Et donc, si M. Jadot est élu en avril prochain, effectivement, on participera de la construction de cette Europe écologiste. Et à partir de là, on pourra poser des contraintes fortes sur nos importations comme sur nos exportations, avec des contraintes environnementales et sociales pour ce que les Européens achètent. Et de fait, on forcera la main, même si ça leur déplaît, aux pays exportateurs et au premier rang duquel la Chine. Donc oui, on peut avoir un poids sur l'écologie au niveau mondial à partir de chez nous. Alors, il nous reste 2 minutes, ça va très vite le matin, William Langean, mais on continuera, la campagne n'est pas finie, on continuera évidemment à parler d'écologie sur l'antenne de Bretagne 5. Je voulais vous entendre aussi sur quelque chose, c'était peut-être un peu plus politicien. On a beaucoup parlé de la gauche qui a du mal, qui est à la peine, on le voit pour le Parti Socialiste. On voit les filles qui tirent, j'allais presque dire son épingle du jeu, les écologistes aussi, Europe Écologie Les Verts, qui se placent honorablement. Est-ce qu'il y avait urgence à faire une union de la gauche? Alors je sais que Yannick Jadot y était réticent, en tout cas il n'a pas voulu aller à la primaire. Est-ce que ça peut être dangereux que la gauche ne s'unisse pas? C'est-à-dire en un mot, est-ce que ça ne profite pas aux partis d'extrême droite? Je ne suis pas sûr que les gens votent pour une union technique de dernière minute. J'ose espérer que nos concitoyens et nos concitoyennes votent encore pour des projets. À partir de là, la gauche, de toute façon, elle est en train de se recomposer. On
On en a parlé tout à l'heure, la gauche de gouvernement, je vais le dire franchement, elle a trahi ses électeurs. Le mandat Hollande, les décennies précédentes, etc. Et cette reconstruction, pour nous, elle passe par l'écologie, parce qu'en fait, c'est l'enjeu du XXIe siècle. C'est juste les conditions de possibilité de vie, rien de moins que ça. Si une partie de la gauche ne veut pas entendre cette recomposition, c'est dommage pour eux, mais nous, on continuera à le porter, parce qu'on croit sincèrement en ce que l'on fait. Et en fait, il y a déjà des formations politiques qui nous ont rejoints. Génération Écologie, Génération S, le mouvement des... Voilà, je ne vais pas pouvoir vous aider. Voilà, en tout cas, il y a plusieurs forces qui vous rejoignent et qui, j'allais pas se dire, renforcent cette légitimité de l'écologie aujourd'hui, de l'écologie politique. Oui, complètement, mais fort heureusement qu'il y a d'autres formations qui comprennent cet enjeu fondamental. Et si je peux conclure sur un dernier mot... Allez, il nous reste 20 petites secondes. 20 petites secondes. J'aimerais que tous les gens, justement, qui ne sont pas forcément dans des formations politiques, mais qui croient en notre projet et qui croient que l'écologie doit être portée au plus haut de nos institutions, je les invite à nous rejoindre pour cette campagne. Il reste 51 jours. Donc allez sur le site jadot2022.fr, vous pouvez vous inscrire et vous serez renvoyé vers le comité de campagne le plus proche de chez vous. Et ensemble, on fera des choses très chouettes. Voilà, eh bien le message est passé ce matin sur l'antenne de Bretagne 5 et on continuera, je le disais, à parler d'écologie. Il y a encore beaucoup de choses à dire. On est très en retard, forcément. Alors William Lejeanne, je vais vous libérer, comme l'on dit. Je rappelle que vous êtes co-porte-parole Europe Écologie et Verts Bretagne et vous étiez en direct avec nous au micro de Bretagne 5 ce matin. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon.